Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Qui, parmi vous, a déjà parlé en public? Quel que soit le sujet, quand on n'a pas l'habitude, c'est intimidant. Et avez-vous déjà essayé de parler devant un public de professionnels qui potentiellement en connaissent plus que vous sur le sujet? Pour beaucoup d'entre nous, cela paraît juste impossible, par peur d'être jugé non pertinent ou juste même incompétent. Et puis pour parler de quoi, hein? C'est bien connu. En quoi notre expérience pourrait intéresser qui que ce soit. Et pourtant, il y a plein de bonnes raisons de se lancer. Peut-être qu'il faut juste un coup de pouce. Et pour le donner, ce coup de pouce, je reçois dans ce 10e épisode Fanny, Julien et Julien. Salut à tous les trois et merci d'être là. Petite présentation rapide, un petit tour de table. Qui êtes-vous, Fanny? T'as déjà été à ce micro. Donc moi c'est Fanny, je suis développeuse mobile indépendante et j'ai créé le Dev Festly qui maintenant s'appelle le Dev Lille. Voilà. Julien, un des deux. Vas-y. Alors moi c'est Julien Topsu, moi je travaille pour une boîte qui s'appelle Shodo, qui est une ESN, donc je suis consultant et puis je suis staff aussi là-bas, et puis j'ai monté un collectif qui s'appelle Craft Records il y a maintenant 2019 je crois qu'on avait monté, qui aide les gens à devenir speaker. Et on a monté notamment les tremplins en France, qui est le sujet du jour. Exactement. C'est pour ça que tu es là et donc c'est aussi toi le nom local C'est ça, je suis de Paris. T'es de Paris, ok. Et Julien? Salut à tous, moi c'est Julien, j'ai 37 ans, je suis architecte logiciel, cloud, etc. Je suis aussi associé dans le l'ESN qui s'appelle Équité. J'enseigne à l'université de Lille, speaker occasionnel, membre du comité d'orga de Cloud Nord. Et l'année dernière, au tremplin de Cloud Nord, j'étais aussi coach pour un des speakers. On en reparlera tout à l'heure. Ok, cool. Bon, première question ouverte. Pourquoi être speaker tech? Qu'est-ce que ça apporte? Qui se lance? Moi, je peux y aller. C'est avant tout une démarche de partage. Je pense que dans nos quotidiens, en fait, on voit tous des situations où on se dit, bah tiens, je suis peut-être le premier à découvrir ce truc-là. Tiens, j'ai testé une techno. Ben dans nos métiers, en fait, on aime partager ce qu'on fait. Alors moi, j'ai un côté aussi enseignant, donc forcément, ça fait partie des choses qui m'animent. Et donc moi, c'est principalement pour ça. Et puis, j'aime bien aussi me confronter un petit peu au regard des gens et à leur avis, récupérer du feedback par rapport à ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est aussi un exercice difficile, écrire un talk, le présenter devant des gens, c'est vraiment un exercice pas évident à titre personnel. Et c'est aussi pour ça que je le fais, en fait. C'est une espèce de défi, je sais pas comment dire, mais et voilà, il y a quelque chose comme ça que je vais chercher, en fait. Bon, t'as parlé de plein de trucs qui font flipper, hein. Se Ouais, c'est confronter chaud. au regard des gens, préparer un truc, dire qu'on a plein d'idées. On va essayer de débunker aussi un petit peu tout ça Carrément. rapidement. Julien, pourquoi tu le fais, toi? Toi qui es un féru des conférences françaises et internationales même peut-être, je sais pas. Pourquoi je le fais? Bah, alors il y a je me retrouve dans ce que dit aussi, Julien, Julien Withouk. C'est une manière pour moi aussi de contribuer à la communauté. Parce qu'on consomme, je pense tous et toutes, d'articles de blog, de vidéos d'autres et d'open source. Donc c'est ma manière, moi, de contribuer. Et puis, c'est aussi une manière de challenger mes idées, un peu comme ce que disait Julien. C'est aussi une manière moi j'ai expérimenté pas mal de choses et c'est une manière de partager ces expérimentations aux autres. Partager ma vision de certaines choses et de récupérer du feedback. Ça permet aussi de découvrir tout un tas de
de vision des choses différentes parce que chaque communauté a un peu je dirais sa propre culture. Ça change beaucoup des endroits, en fait. Surtout quand on va à l'international. On voit pas tous notre métier exactement de la même manière et c'est assez enrichissant. Et puis, on apprend toujours des autres, des échanges. Je dirais aussi que donner un talk, c'est aussi une autre manière d'apprendre, parce qu'au final, on va creuser des sujets, même des sujets qu'on connaît et on va forcément apprendre quelque chose. Heu c'est aussi acquérir des skills qui sont un petit peu il faut que je parle un peu plus français, des compétences qui sont différentes par rapport à notre métier de tous les jours de développeur ou de, développeuse, architecte ou, même, dans les métiers de product owner et cetera, scrum master. C'est un exercice vraiment différent de restituer un sujet devant un public qu'on ne connaît pas. Donc un bon moyen aussi de sortir sa zone de confort. Et puis, bon, je pourrais tenir longtemps en fait parce que c'est des trucs que j'ai, beaucoup réfléchi avec mon collectif justement pour aider les gens à se lancer, mais je vais pas trop monopoliser là-dessus, mais oui, c'est un peu pour tout ça et pour amener une forme de créativité. Enfin moi personnellement, c'est ça aussi, que j'ai pas forcément dans mon métier de tous les jours. Parce que, je me permets d'avoir une forme assez originale, donc ça me permet d'explorer des choses que je peux pas faire, quand je fais du dev ou, du coaching. Voilà. Alors si vous êtes curieux, allez voir une conf sur YouTube de Julien Topsu. C'est un petit moment de cinéma, qui est vraiment Merci. sympa. Il y a une mise en scène, il y a il y a une histoire, c'est vraiment cool. Fanny, toi, pourquoi tu le fais? Ouais, je vais essayer de compléter du coup, c'est chouette parce que vous m'avez donné plein d'idées. Heu, moi je trouve que parfois quand on est développeur ou développeuse, on va travailler sur un sujet qui est complexe et on va tellement, galérer, creuser, devoir piocher partout et au final prendre tellement de temps pour trouver la solution qu'on se dit: «Punaise, si demain je pouvais donner la solution clé en main à quelqu'un, bah ça serait cool». Et il y a plein de moyens de le faire. On peut faire un article, un post, sur les réseaux sociaux, mais donner une conférence, c'est aussi un des moyens de le faire, qui est sympa et moi personnellement, je sais que selon le contenu que je vais rechercher, je vais être parfois plus réceptif à quelque chose qui va être, visuel, auditif, plus réceptif à un article ou autre, donc c'est intéressant de varier aussi les formats de contenu. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Attendez, parce que vous m'avez donné plein d'idées. Tac, tac, tac. Heu, Oui, j c'est pareil, j'ai une parfois question pour toi, Fanny. Est-ce que ça t'a aidé dans ta carrière, par exemple? ah oui, ouais, moi, au départ, c'est un de mes points. C'est qu'au départ, la communauté m'a aidée à reprendre confiance en moi et à développer mon expertise. En allant à des talks, j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré plein de monde et au bout d'un moment, c'est aussi, si on revient sur l'aspect devenir speaker, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, j'ai envie de rendre l'appareil, en fait». Là, aujourd'hui, j'ai mon niveau d'expertise, je commence à être à l'aise dans mon job, j'ai envie de faire pareil avec d'autres personnes et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous motiver. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivée. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et ah oui, ouais, donc du coup, tu parlais, je sais plus quel Julien a dit ça, mais que ça permet de développer une expertise et c'est vrai que moi, au début, quand je donnais pas de ça fait 5 ans que je donne des talks à peu près et avant, je me disais: je peux pas, je suis pas experte en fait de mes sujets, donc je peux pas parler, comme ça devant les gens et cetera». Il y a vraiment une grosse peur, une grosse crainte et face à côté de moi, il y avait mon mari Manu, lui, qui donnait des talks, et quand il se lançait sur un sujet, il me disait: «Bah, je le connais pas, ce sujet-là, mais si je suis pris, bah, j'apprendrai». Et pour moi, ça me semblait complètement lunaire. Alors qu'aujourd'hui, je fais quasi pareil. L'année dernière, à Android Makers, j'ai fait une keynote sur le Green IT dans le mobile. J'y connaissais rien, mais j'avais envie de creuser le sujet et je m'étais rendu compte qu'il y avait un manque et je brainstormais beaucoup avec Manu, qui était expert sur le sujet côté web, et on se posait beaucoup de questions de bah tiens, c'est marrant, dans le mobile, ça, c'est pas exactement pareil, mais il n'y a pas les ressources pour les gens. Et donc, j'avais une envie aussi de creuser quelque chose qui n'existait pas. Donc, au final, faut vraiment pas avoir peur de se lancer sur un sujet où on se dit, bah, je suis pas expert,
Parce qu'au final, par la force des choses, en travaillant sur le talk, bah, vous allez le devenir. Et si vous n'êtes pas l'expert top du top, bah, c'est pas grave. Si dans la salle, quelqu'un vous pose une question et vous savez pas répondre, bah, c'est pas grave de pas savoir. Et sachant que vous allez certainement partager des choses à plein d'autres choses, plein d'autres personnes dans la salle qui vont apprendre grâce à vous. Mais j'ai une question vis-à-vis de ça. Comment est-ce qu'on amène sa touche personnelle à de la connaissance? Je m'explique, on est à une époque de, je sais pas, l'extra connaissance ou je sais pas quoi. Il y a entre YouTube et Stack Overflow et tous les sites de tech que vous dites: «Tiens, mais pourquoi moi je parlerai de tel sujet? Parce que je suis sûr que quelqu'un l'a déjà dit et en mieux que moi. En quoi je suis légitime à apporter ma pierre à l'édifice, quoi?» Donc j'imagine, Julien Topsuk, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé pour, donner de la légitimité aux gens à venir proposer leur sujet. Tu leur dis quoi, aux speakers et potentiels? Alors, c'est vrai que c'est une remarque qui revient souvent, dans les freins à se lancer. On se fait un petit peu tout un comment dire? Tout un film de ce que c'est et on a l'impression qu'il faut être un ultra expert du sujet pour présenter un sujet. Il faut savoir déjà que, les sujets d'expertise, c'est souvent des sujets de niche, donc c'est là où on a le moins de gens. C'est pas, et en fait, il faut comprendre que, il y a toujours un public, quel que soit le niveau, on va dire de la conférence en termes d'expertise. Par exemple, enfin, il y a l'année dernière, j'ai donné une conf sur l'architecture hexagonale, je suis pas le premier à la donner. Il y a toujours des gens qui ne savent pas ce que c'est normal. Enfin, comme dans votre métier, il y a certains pans du développement logiciel que vous ne connaissez pas et vous allez le découvrir. Donc c'est sûr que, bah, en fait, quand on crée un talk, on choisit son public quelque part, sa cible. Est-ce que là, je m'adresse plutôt à des gens qui ne connaissent pas le sujet? Est-ce que je préfère m'adresser à des personnes qui ont déjà de la connaissance dessus? Et c'est ça qui fait qu'on va apporter de la valeur. Il faut comprendre aussi que c'est pas parce qu'on a des sujets qui sont, heu, déjà enregistrés et déjà sur YouTube que, tout le monde fait sa veille sur YouTube. Moi, je connais des gens qui ne font pas ce genre de choses et qui préfèrent, aller en live dans des conférences pour apprendre, parce que ce qui valorise aussi, c'est l'échange qu'ils peuvent avoir avec, l'oratrice ou l'orateur ou avec la communauté. Donc c'est faut comprendre qu'on aura toujours de la valeur, à apporter aux autres et ce que je donne souvent comme image, c'est que quand vous discutez avec votre collègue et que votre collègue dit: «Ah, tu peux m'expliquer ça?» vous ne demandez pas si vous avez la légitimité de lui expliquer ce qu'il vous demande, en fait. Quand vous encadrez des personnes qui sont plus juniors que vous, en fait, dans de l'onboarding, vous allez leur apprendre des choses, mais vous ne vous demandez pas si vous êtes légitime à leur apporter de la valeur. Mais ces gens-là, ils vont en conférence aussi. Donc, et donc on n'est pas sur, enfin, la grande majorité des conférences en France n'ont pas un positionnement en mode, nous on parle que de choses qui sont vues nulle part ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Le but c'est de c'est de c'est Créer d'apporter un en fait, je dirais, enfin, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, qui utilisait cette image. Alors désolé, je vais pas pouvoir, attribuer ça, à la bonne personne, donc je vais pas donner de nom, mais c'est un peu comme un travail de journaliste des fois ou d'investigation. C'est-à-dire qu'on fait tout le travail de de synthétisation de l'information et ça a une valeur en soi. Donc c'est pas parce que l'information elle existe, que, enfin tout le travail de la structurer, de la présenter, de la restituer, c'est ça, ça c'est une des plus-values en fait de donner un talk, et de le rendre digeste et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant. On a toujours une personne qui aura ces besoins-là et à qui on va faire gagner du temps et qui aura pas à faire les recherches que nous on a fait pour le sujet. C'est un peu, je pense, que ce que disait tout à l'heure Fanny, le côté où on a essuyé nous-mêmes des plâtres, et donc on va restituer ça à des personnes qui, sont dans une situation dans laquelle nous on était, il y a quelque temps potentiellement. Voilà, je pense qu'il y avait un autre truc que je voulais rajouter là-dessus, mais j'ai un petit peu oublié. Ah si, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est, tu parlais de donner sa patte, je crois, si je dis pas de bêtises Ouais, ouais, ouais. Sa et touche personnelle. ouais, c'est ça, c'est que, alors, comme je le dis, on pourra, toujours faire
des basiques sur React, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont seulement se lancer sur React maintenant et ça a toujours de la valeur. Mais un truc aussi, notamment quand il y a beaucoup de sujets, par exemple en ce moment il y a beaucoup de sujets sur l'IA. De mettre sa patte là-dedans, c'est un petit peu trouver l'angle différenciant quoi de son talk. C'est la manière dont on présente les choses, c'est par quel bout on le prend. Ça aussi, c'est une manière d'amener sa patte, je dirais, via son expérience. C'est pour ça que souvent aussi, les retours d'expérience sont appréciés parce que bon, on voit des cas concrets que personne d'autre que vous d'ailleurs pourrait les partager, à part peut-être les collègues qui ont travaillé sur la même mission que vous. Mais donner sa patte, c'est ça aussi. Enfin, mettre sa patte dans son talk et moi ce que je dis aux gens qui se lancent, c'est aussi de se lâcher au sens pas faire n'importe quoi, mais que le talk en fait soit un petit peu la résonance de leur personnalité. D'être un peu authentique dans la manière dont on présente le truc. C'est pas un exercice scolaire pour moi, c'est pas une présentation à l'école avec thèse, antithèse, synthèse et puis un agenda bien présenté à l'avance. C'est pas ça du tout. Mais c'est un peu une partie de soi, quoi, qu'on partage avec les autres. Donc, t'as même glissé des petites astuces de coach au passage, bien choisir sa cible, raconter une histoire, rajouter un petit peu sa touche personnelle, et puis dérouler quelque chose. Il y a historiquement des façons conventionnelles de progresser, de préparer un talk. On peut parler un petit peu de Meetup, des call for paper. Est-ce que Julien Wittouk, tu peux dire comment ça se passe, par exemple, dans Cloud Nord, un comité de sélection en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc, les comités de sélection, on appelle ça donc les call for paper, pardon, les CFP. L'idée du CFP, c'est que les personnes qui veulent prendre la parole postulent en expliquant leur sujet à travers un abstract. Donc c'est un résumé du talk que les personnes veulent faire, et aussi une section qui est plutôt liée aux relecteurs du CFP, qui vont être des références ou des indications qui vont pas être pour le public. L'abstract que les gens soumettent au CFP, il a deux cibles. Il a les organisateurs de la conférence. C'est par ce chemin-là que les organisateurs de la conférence vont sélectionner le talk en fonction de la ligne éditoriale de la conf, en fonction du niveau de la conf, en fonction des différents sujets qui sont les sujets du moment. Comme Julien disait tout à l'heure, en ce moment, il y a beaucoup de sujets autour de l'IA, et donc ça va aider à la sélection. Et puis, on va avoir aussi une deuxième cible du CFP et de l'abstract, c'est les personnes qui vont venir assister à la conférence, puisque l'abstract sera souvent repris dans l'agenda de la conférence. Donc, c'est vraiment un public double. Et donc, une conférence, quand elle ouvre son CFP, elle reçoit plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de candidatures. Pour Cloud Nord, on est à peu près à 100, 120, 130 réponses au CFP pour une saison comme l'année dernière. Fanny? DevLille, ouais, Fanny? Nous, on est à 400 à peu près par an de réponses au CFP. Ok. Pour l'année dernière, 50 talks. Non, pas 50 talks. Je dis des bêtises. Si, une cinquantaine. Et puis Devox, c'est plus de 1000 soumissions. Et donc voilà, le CFP, il est ouvert pendant un certain temps. On soumet un abstract, et puis c'est là-dessus qu'on va être sélectionné. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une attention particulière à la rédaction de l'abstract, sachant que derrière il y a ce double public. Il faut pas soumettre un abstract d'une ligne en disant je vais vous présenter mon nouveau moteur d'IA. Il faut pas soumettre un pavé de 60 pages parce que le but c'est pas de donner le script de la conférence, mais c'est simplement donner envie aux gens de venir voir la conférence, donner envie aux organisateurs de prendre la conférence, le talk dans la conférence. Donc voilà, il y a un côté séduction, il y a un côté
qu'est-ce que je vais présenter, avec quoi les participants vont repartir. Il y a un peu tout ça qui se mélange. OK. Donc, pour postuler un call for paper, il y a pas mal, on le voit, il y a pas mal d'obstacles. Il y a une forte concurrence. Il y a souvent des personnes chevronnées qui l'ont fait plusieurs fois, qui ont déjà présenté des trucs. Donc, ils ont l'habitude d'écrire un abstract qui soit attrayant parce qu'il y a une mécanique et ils savent comment faire. En plus, ils ont des références. Donc, on a envie de les sélectionner parce qu'on sait qu'ils sont bons speakers ou speakeuses. Et en plus, nous, il y a la première barrière de je me sens pas légitime à aller postuler. Donc, tout ça mis bout à bout, on peut se retrouver souvent avec les mêmes personnes dans les call for paper. Et de ce constat d'organisateur de conférences, il y a le ch'ti tremplin et les tremplins qui existent pour donner une part à des speakers peut-être plus juniors qu'on peut accompagner, à qui on va apprendre à faire un abstract qui soit attrayant. Donc Julien, est-ce que tu peux nous parler de cette initiative française? Je sais pas s'il y a d'autres initiatives. Non, mais à l'échelle de la France, je veux dire, c'est pas Ah, une initiative oui. lilloise. Alors, je vais juste préciser un truc dans ce que tu as dit, c'est pas des speakers et des speakers juniors, c'est plutôt des personnes qui se sont jamais lancées. Les tremplins, c'est vraiment à destination des personnes qui ont jamais sauté le pas. Après, nous, Craft Records, on accompagne aussi des personnes qui sont orateurs, oratrices juniors, mais c'est pas le même dispositif. Et donc en fait, je me suis inspiré des Youngblood du Paris Jug, donc qui est le user group Java à Paris, qui organise ça depuis bien plus de 10 ans, je pense. Je les ai aidés lors d'une session avec Craft Records à, à l'organisation du Youngblood, et le principe c'est le même que celui des tremplins, on prend des personnes qui souhaitent s'inscrire, qui n'ont pas d'expérience en public speaking, et on les accompagne, justement, comme tu l'as dit, à créer leur abstract. On leur donne les tips sur comment bien le formuler, puis on les accompagne dans la réalisation, souvent dans le scoping de leur idée, et on va les faire présenter leur sujet devant un public qu'ils ne connaissent pas, dans les conditions les plus proches de celles d'une conférence. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir un exercice préparatoire, en fait, comme une espèce de formation par la pratique de ce que c'est que de créer sa première conf. Et donc, l'idée m'était venue, en fait, de proposer ça à toutes les autres, aux conférences françaises, notamment dont je savais que beaucoup d'orateurs voulaient voir un peu plus de sang neuf, et notamment aussi avoir plus de personnes de la localité de la conférence qui donnent des talks, parce que c'est souvent trusté par des Parisiens, hein, c'est parce qu'on est nombreux et que c'est plus facile pour nous de se déplacer en plus, souvent, et que souvent nos boîtes en plus nous payent les déplacements, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc c'était leur permettre, avec l'équipe de coaching que j'avais déjà constituée, parce qu'avant on faisait un accompagnement un peu plus classique où les gens venaient nous voir, c'est comme du mentorat en fait, leur proposer d'organiser ça pour eux. Hein, c'est comme alternative au CFP, parce qu'à la soirée du tremplin, en fait, c'est le public qui choisit qui sera à la conférence partenaire. Donc c'est pour casser les biais de sélection qu'on peut avoir. Donc, tout ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, la personne d'expérience en public speaking, qui a des références, etc. Et même pour casser certains modes en fait, pour pouvoir prétendre à donner une conférence, il faut que tu aies passé telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Pour moi, c'est une personne bien accompagnée, motivée et capable de donner une conférence. Et en fait, c'est ça l'esprit de l'initiative. C'est d'avoir c'est d'abaisser un petit peu la marche pour accéder à ça. Et pour permettre aux gens aussi qui n'ont pas la chance de connaître dans leur entourage des speakers, des speakeuses ou des organisateurs, des organisatrices, d'avoir un accompagnement. Parce que quand je me suis lancé, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient pu bénéficier d'un mentoring parce qu'ils connaissaient des personnes qui étaient déjà en fait dans le milieu, et c'était une manière d'ouvrir ça à tout le monde, quoi. Ok. J'imagine aussi qu'il y a une volonté, tu as dit, d'attirer des personnes locales. C'est peut-être aussi la possibilité d'attirer ou de pousser des gens autour de soi qui ont un parcours différent, un parcours atypique, quelque chose à dire, une parole qui soit différente. Comment on fait pour inciter, aider,
motiver quelqu'un à côté de soi, qui n'ose pas et juste, j'ai une super collègue, j'ai envie de la motiver, je lui dis quoi? Fanny? Bah, moi je pense que, bah, en l'ayant vécu, en participant en tant que coach sur le tremplin de Tech Rocks, heu, j'ai senti qu'entre eux, je donne ma première conférence toute seule, je travaille du début à la fin toute seule dans mon coin, je répète toute seule dans mon coin et allez, peut-être que j'aurai à un moment donné, l'occasion de donner la conférence une fois devant mes collègues et après je la donne en vrai devant des gens que je connais pas. Là, en fait, tu as quelqu'un qui est toujours là pour partager tes doutes, pour te guider, pour t'amener en fait à ta première conférence qui ne ressemble pas à la première conférence de quelqu'un. En fait, la première conférence que la personne va donner, en fait, va ressembler à la conférence d'une personne expérimentée qui en a déjà donné 3-4 parce que au fil de la construction de la conférence, il y a quelqu'un qui est à côté de toi pour te guider, pour t'éviter les erreurs que la personne a faites, pour t'aider à économiser ton temps, etc. C'est hyper riche, hyper rassurant. Et enfin, franchement, c'est un petit cocon. La crainte qui existe au début. Pour moi, elle s'évanouit par la confiance qu'on gagne avec l'accompagnement, quoi. OK, le coaching. Pour Ouais. toi, le coaching, c'est vraiment le truc. Ça ressemble à quoi Ouais. un coaching? Alors, je peux parler de l'expérience que moi j'ai vécue, sachant que j'ai fait aussi un autre coaching, moi, avec une personne que j'ai rencontrée au meet-up de Ch'ti Dev. Mais en gros, on se fixe une fréquence de rencontre, 1 heure par semaine. Je pense que c'est une bonne moyenne. Où déjà la première rencontre, moi je dis à la personne sur quoi, en quoi je peux t'aider. Où est-ce que tu te sens à l'aise, où est-ce que tu as des doutes, voilà comment moi je peux t'aider. Et en fonction de ce que la personne va dire, on va essayer de construire un peu l'accompagnement. Si la personne dit en fait moi je suis pas à l'aise en je sais pas la prise de parole, comment je m'exprime, on va peut-être passer plus de temps sur ça. Ou au contraire, si la personne dit moi j'ai du mal à cadrer mes idées, etc. Donc voilà, début c'est un peu comment on va axer le démarrage du coaching. Et puis après au fil des coachings, donc voilà, toutes les semaines, 1 heure toutes les semaines, voilà, le sujet avance, on guide la personne, écoute, là, passe pas trop de temps sur les slides, c'est pas le moment, on va plutôt travailler sur le fond. Et au moment venu, en tant que coach, on va plutôt dire, là, on va peut-être commencer à faire une première répétition. Les slides sont pas finis, c'est pas grave, mais au moins, on va voir s'il manque quelque chose, etc. Et on construit petit à petit le coaching comme ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à dire pour compléter. Non, ça me paraît clair. Julien, Topsu, pour toi, tout est OK? Ah bah, carrément oui. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, la, enfin la philosophie du tremplin, c'est qu'on fait du coaching un peu sur mesure, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que ça demande un investissement en off time, enfin en dehors des heures du travail généralement, enfin sauf si votre boîte vous permet de le faire, mais souvent quand c'est pas le cas, vous le faites, quand vous le pouvez. Et donc on n'est pas sur un mode trop marche forcée. Alors il y a forcément des échéances parce que comme on organise la soirée tremplin et cetera et on fait des répétitions générales avant, il y a quand même des moments forts, mais je pense que le côté où comme l'a dit Fanny, le coaching s'adapte à la personne qui est en face, c'est à la fois rassurant et ça rend la chose aussi, efficace. Et c'est la philosophie en fait de notre initiative. Et je dirais que, c'est enfin, comme disait, Fanny, le côté, partager ses doutes, c'est aussi ça permet aux gens d'avoir tout de suite une personne qui a de l'expérience et de leur donner un mode opératoire, sur comment construire sa conférence, quoi. Et c'est vrai que moi, la première fois que je me suis lancé, j'ai dû faire, 3 fois trop de contenu pour ma première conf. Et en commençant à répéter, je suis à la moitié et j'ai déjà explosé le temps qu'il me fallait. Que je Et donc j'ai passé énormément d'énergie à construire un truc qui était beaucoup trop gros et comme c'est la première fois, je m'en étais pas rendu compte. Et c'est à force de faire que j'ai appris. Et donc je pense qu'on
on fait gagner énormément de temps et c'est pour ça que, et comme le disait Fanny, en fait, dès le premier tremplin qu'on a fait, quand on voit les gens qui sortent de là, enfin le contenu qu'ils ont fait, on croirait pas que c'est des personnes qui ont jamais donné de conférence. Ils sont peut-être même sûrement meilleurs que moi, ma toute première conférence que j'ai donnée quand je me suis lancé, quoi, tout seul. Et donc c'est voilà, je dirais que c'est un échange vertueux parce que mine de rien, enfin, je pense qu'aussi, comme je dis, moi j'ai commencé à faire du coaching sur ce sujet avant les tremplins. Et je pense que j'ai beaucoup gagné en pertinence sur ma propre manière de faire et mes sujets en coachant les autres parce qu'on apprend aussi beaucoup en voyant les autres faire. En fait, des problématiques des fois que nous on n'a pas rencontrées, comment les personnes l'ont résolues et même de tester un peu notre manière de faire en fait. Donc c'est très enrichissant dans les deux sens, hein. C'est ça que je trouve moi génial avec ce type de coaching. Alors un truc qu'on n'a pas précisé, en général les call for paper, et là en l'occurrence les tremplins coaching, c'est du bénévolat. Personne n'est rémunéré pour ça, vous n'avez pas à payer le coach pour vous accompagner. C'est vraiment juste le plaisir de partager quelque chose, d'apprendre l'un de l'autre. Mais il y a pas d'argent en jeu, quoi. C'est toute purement cette communautaire. C'est purement communautaire, oui. Il y a tout un écosystème communautaire en France où on est plutôt bien loti niveau conférences dans chaque grande ville, où les gens organisent des conférences. Cloud North, c'est des bénévoles, DevLille, c'est pareil. Et le coaching, évidemment, c'est de l'entraide et uniquement de l'entraide. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est très clair. Si jamais vous entendez autour de vous que vous connaissez des gens qui ont planché sur un sujet, que vous les verriez bien sur scène et que vous adoriez les voir, ben, poussez-les à les inscrire au tremplin. Le lien du tremplin sera dans les commentaires de l'épisode. Pour terminer, je vous demanderai peut-être juste, je vous prends par surprise évidemment, une anecdote d'une conférence que vous avez adorée ou un nom, une personne que vous avez envie de citer pour qu'on puisse aller. Et là, je vous vois regarder au plafond. Euh, une petite vidéo où on peut aller piocher sur YouTube, comme ça je pourrais mettre le lien d'un speaker exceptionnel pour vous inspirer. Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi j'en ai une. Allez, vas-y. Et en plus il est de Lille. Hubert, Sablonnière. Ah oui, Hubert. Tu me l'as piqué. Ah. Mais je suis vraiment très fan d'Hubert et je pense que les conférences d'Hubert m'ont beaucoup inspiré aussi dans le style que j'ai aujourd'hui. Et en tout cas, si vous connaissez pas Hubert Sablonnière, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Il est de Lille et il fait des trucs. Il fait des conférences qui sont vraiment exceptionnelles. Alors désolé de vous avoir piqué l'idée et heureusement que je l'ai dit en premier. Et d'ailleurs, je pense qu'il a donné, je sais pas, des dizaines et des dizaines de conférences. Je sais pas s'il les compte. Et un truc qui pourra peut-être vous rassurer, c'est que il a toujours l'air stressé les 2 premières minutes où il parle. Et c'est toujours tellement mignon parce que tu sais que sa conférence est géniale. Mais malgré tout, il y a ce stress et cette peur de mal faire que j'adore dans ses conférences, en fait. Fanny, quelqu'un d'autre? Alors du coup, t'as piqué notre groupie lilloise, mais même pour revenir sur Hubert, et après j'ai un autre nom, c'est bon, mais même, il parle de web, mais même si c'est pas un sujet qui nous intéresse, je me suis aussi surprise, moi, à me dire, allez, je vais me regarder une conférence d'Hubert juste pour voir comment il va amener les choses, etc. Donc, autre personne, Estelle Landry, que moi j'avais découvert pour son premier talk sur la surcharge featurale, que j'avais trouvé super, et j'avais beaucoup aimé sa manière de se dire bah je vais prendre un sujet qui est le fait de faire trop de features sur nos produits, etc. Mais je vais l'amener avec ma vision et je vais faire une sorte de travail de recherche et je vais présenter ma vision des choses de manière amusante en faisant un peu de jeu de mots, etc. C'était hyper pratique parce qu'on repartait avec beaucoup de conseils très pratiques, hyper ludiques. Voilà, c'était très agréable. Donc, vous pouvez regarder les talks de Estelle Landry. Ok, et Julien Wittouk? Si je dis les talks de Julien Topsu, T'as pas le droit à ça. j'ai pas le droit. Non, non mais Si, t'as le droit, t'as le droit. c'est vraiment des talks de qualité. Mais sinon après pour citer, je vais citer 2 noms qui sont des gens qui sont issus du tremplin de l'année dernière.
Je vais citer Elisa de Gobert, qui avait fait un talk autour de dependency track pour suivre les failles de sécurité, etc. Premier talk, un talk actionnable, hyper intéressant. J'ai découvert l'outil, je m'en suis servi à la fin, c'était incroyable. Le deuxième talk, c'est celui de Ludovic Chombeau. C'est la personne que j'ai coaché et il a fait un taf incroyable. Et c'est un talk sur Gib, un outil qui sert à construire des images Docker sans avoir besoin de Docker. Donc voilà les deux talks, et là pour le coup c'est promotion 2024. C'était une super idée de les citer et de voir à quoi ça peut ressembler un talk qui sort du tremplin. Je vous remercie tous les trois d'être venus présenter cette initiative. Évidemment, on mettra donc tous les liens dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à postuler, on l'a tous fait. C'est une expérience humaine qui est vraiment, vraiment cool d'aller parler en conférence. On adore ça. J'espère que vous oserez et que vous serez bien accompagnés. Je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce, à la prochaine. Salut! Au revoir. Salut. Merci les STEM Tech.